Il y a une difficulté particulière à penser le fait de l'insécurité et du kidnapping en Haïti. On n'est pas en présence de cas isolés, on assiste au contraire à une véritable extension du phénomène à un niveau inquiétant. Le nombre de kidnappings atteint des records cette année, soit presque 160 cas par mois. Chacun dans la société se sent désormais en sursis, encourant le risque d'être kidnappé. Pour que le fait kidnapping se généralise à ce point en ces temps troublés de dictature d'opérette, il a fallu que quelque part les kidnappeurs se reconnaissent fonctionner dans un milieu qui se prête à ces pratiques. Un milieu où le kidnappeur est assuré de la totale impunité, au sens où il sait à l'avance que rien ne lui arrivera après son crime. Tout se passe finalement comme si le terrain était préparé pour de telles actions. Laïnec Urbon, sociologue, novembre 2020. Vidéo et montage Technical Foul Productions, direction artistique et de la photographie Winnie J. Microphone Jean Fils-Aimé. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Vous l'aurez compris, l'édition de ce matin sera consacrée à la question de l'insécurité en Haïti et partant à la question de l'insécurité dans les pays noirs. À qui cela profite? Comprendre le déroulement, le modus operandi de ceux qui sèment la terreur, de ceux qui sèment l'insécurité, de ceux qui kidnappent des gens contre des rançons. Et si l'on veut comprendre l'insécurité en Haïti, il faut en faire la généalogie, d'où l'émission de ce matin va creuser historiquement dans les causes profondes de l'insécurité au pays. On remontera jusque dans les années 50 pour tenter de comprendre comment ça a commencé. Et une fois qu'on aura compris, le but, c'est justement de tirer des leçons et savoir comment régler une fois pour toutes le problème d'insécurité dans nos pays respectifs. Je vous veux éveillé et attentif, vous connaissez le rituel à ce stade-ci. Je vous invite donc à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après, c'est promis. À tout à l'heure. Pour comprendre le problème de l'insécurité en Haïti, selon les experts, il faut comprendre des problèmes de démographie et creuser dans les causes de la pauvreté de la population haïtienne. Donc, pour expliquer l'insécurité, il faut comprendre les problèmes démographiques, et c'est souvent le cas. Souvent une densité forte, un manque de ressources, l'appauvrissement vont expliquer des problèmes d'insécurité. Et dans le cas d'Haïti, c'est évident. Exemple, je vous amène des chiffres. En 1950, la population dans l'agglomération de Port-au-Prince était estimée à 143 000. Donc en 1950, la population de l'agglomération de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, est évaluée à 143 000. Écoutez bien. Un peu plus d'une dizaine d'années plus tard, soit en 1965,
la population passe de 143 000 à 164 000. Et déjà, on sent une forte progression. D'où viennent ces gens? Est-ce que l'État fait des prévisions au niveau des infrastructures pour accueillir ces gens-là? Est-ce qu'on tente de régler cette forte densité des gens qui viennent de la paysannerie, qui viennent d'ailleurs vers Port-au-Prince? Pourquoi sont-ils là? On va tenter de répondre à cette question. Sauf que, en 1950, la population est évaluée à 143 000. En 1965, donc un peu plus de 10 ans, donc 15 ans plus tard, la population passe de 143 000 à 164 000. En 1971, la population passe de 164 000 à 500 000 habitants. Là, on parle d'un demi-million de gens, là. Imaginez, en 65, on est à 164 000 habitants. En 71, on passe de 164 000 à 500 000 habitants. Et en 1986, on passe de 500 000 à 1 million d'habitants. Si vous regardez Port-au-Prince, les infrastructures n'ont pas tant changé que cela. On n'a pas créé plus de travail pour accueillir ces gens-là. On n'a pas pensé en termes d'étalement urbain, on n'a pas repensé la question de l'aménagement urbain. Toujours est-il que de 50 à 86, on passe de 143 000 habitants à 1 million d'habitants. Mais c'est pas fini. De 1986 à 2010, l'année à laquelle il y a eu ce terrible tremblement de terre en Haïti, on est passé de 1 million en 86 à plus de 3 millions d'habitants dans l'agglomération de Port-au-Prince. On sait ce qui s'est passé malheureusement lors de cette tragédie, lors de cette catastrophe. On a perdu entre 300 à 500 000 de nos frères et sœurs, entre 300 à 500 000 de nos compatriotes. Pourtant, de 2010 à 2021, donc aujourd'hui, malgré le fait que le tremblement de terre a emporté près d'un demi-million de nos frères et de nos sœurs, la population dans l'agglomération de Port-au-Prince est revenue à un peu plus de 3 millions d'habitants. On ne peut pas expliquer, selon les experts, les problèmes d'insécurité en Haïti sans s'intéresser aux problèmes de démographie. Normalement, dans des pays où il y a des États responsables, dans des pays où il y a des États qui pensent à l'avenir, qui pensent au bien-être d'une population, eh bien, on va prévoir, n'est-ce pas, cette démographie, on va prévoir cette croissance de la population dans l'agglomération de Port-au-Prince, on va tout faire, soit pour mettre des infrastructures en place ou pour décourager cette croissance, en offrant des services aux gens là où ils sont, en décentralisant justement le pouvoir de l'État, en essayant, bref, de mettre un peu de science économique, de mettre un peu de prévision, n'est-ce pas, en matière d'administration publique dans la gestion de l'État. Mais ce n'est pas ce que l'État haïtien a fait. Au contraire, depuis les années 50, année à laquelle on a commencé à assister à cette croissance fulgurante de la démographie dans l'agglomération de Port-au-Prince, plutôt que de décentraliser ses services, l'État a continué à centraliser, que dis-je, l'État a continué à hyper-centraliser ses pouvoirs, en sorte que, dans la tête d'un Haïtien, s'il veut bénéficier d'un minimum de services, s'il veut trouver du travail, s'il veut étudier, s'il veut avoir un avenir, à défaut de se retrouver en terre étrangère, il faut qu'il monte à Port-au-Prince. Donc, quand on veut comprendre le problème d'insécurité en Haïti, il faut penser en termes de démographie, en termes de densité, une croissance phénoménale pour laquelle les structures ne sont pas prêtes, pour lesquelles, enfin une croissance phénoménale pour laquelle l'État n'a pas fait de prévision. Mais il faut aussi, pour expliquer
les problèmes d'insécurité en Haïti, pensez en termes d'hypercentralisation de l'État. J'ai laissé Haïti à la fin des années 80, mais savez-vous que, en montant encore, pour faire un passeport, peu importe l'endroit où l'on vivait en Haïti, il fallait monter à Port-au-Prince. En montant jusqu'à mon départ d'Haïti, pour avoir sa fiche d'identité. Imaginez quand on devait aller passer les examens officiels de la fin des études du secondaire. On parle de la fin des études du secondaire quand même là. On parle pas d'un baccalauréat, d'une licence, d'une maîtrise ou d'un doctorat. Imaginez pour avoir une fiche identitaire grâce à laquelle on était autorisé à passer des examens officiels de l'État pour la fin du cycle des études du secondaire, cette fiche identitaire devait arriver de Port-au-Prince. Quand on finissait nos études secondaires et qu'on devait entamer des études universitaires, vous suivez mon regard, s'il fallait faire des études universitaires, il y avait qu'une seule ville où l'on pouvait faire ces études universitaires, c'était à Port-au-Prince. Imaginez des étudiants qui finissaient leurs études secondaires de partout à travers le pays et qui ont le regard tourné vers Port-au-Prince parce que l'État haïtien, en plus de 200 ans d'existence, n'a jamais prévu ni n'a jamais fourni effectivement des services universitaires de proximité aux divers étudiants, si bien que les étudiants arrivaient de partout vers Port-au-Prince. Quand ces étudiants finissaient leurs études ou leur cycle universitaire, et selon vous, lorsque ces étudiants finissaient effectivement leur cycle d'études universitaires, pensez-vous qu'ils retournaient dans leur ville natale? Pensez-vous qu'ils retournaient dans leur région d'origine? Pas du tout. Ils restaient à Port-au-Prince, augmentant ainsi la population, parce que c'est à Port-au-Prince qu'ils pouvaient espérer, n'est-ce pas, décrocher un emploi, qu'ils pouvaient espérer faire carrière. Entre-temps, je ne vous parle que des étudiants, des gens qui viennent quérir ou des gens qui viennent chercher le pain de l'instruction. Mais à ces étudiants vont s'ajouter d'autres couches de la population haïtienne, les masses paysannes haïtiennes. Parce que l'État n'a jamais investi dans l'agriculture. Et pourtant, Haïti, c'est un pays à vocation agricole. Jusque-là, il y avait une certaine autarcie alimentaire en Haïti. Le paysan pouvait, bon gré mal gré, vivre, n'est-ce pas, de ce qu'il produisait dans son jardin, de ce qu'il produisait sur ses terres. Eh bien, il pouvait vendre une partie de ce qu'il produisait pour envoyer ses enfants à l'école, toujours en ville. Parce que les bonnes écoles ne se trouvent pas dans les campagnes, les bonnes écoles ne se trouvent pas en région, les bonnes écoles se trouvent dans des grands centres urbains. Mais sous la pression des entités internationales, sous la pression des institutions du Bretton Woods, le FMI, n'est-ce pas, la Banque mondiale, etc., Haïti, au fur et à mesure, va libéraliser ses douanes. Haïti va s'ouvrir, n'est-ce pas, à l'importation des produits qui viennent d'ailleurs. En sorte que il va y avoir une rude concurrence entre des produits alimentaires qui arrivaient notamment des États-Unis et ce que produisait la paysannerie haïtienne, et le prix des produits importés était plus bas, était plus faible que le prix auquel le paysan, n'est-ce pas, vendait ses produits sur le marché local. En sorte que le paysan a tout simplement arrêté de produire, et quand il ne produisait plus et qu'il n'arrivait plus à manger à sa faim, devinez où il se rendait? Il se rendait à Port-au-Prince. Parce qu'il se disait, les moindres services qui existent en Haïti sont offerts dans l'agglomération de Port-au-Prince. C'est là que se trouvent les ministères, c'est là que se trouvent les gens qui sont en autorité. Donc, si moi je n'arrive plus à vivre à la campagne, si moi je n'arrive plus à vivre de ce que je produis, eh bien, je ne peux quand même pas
ou je ne veux quand même pas mourir de faim, je vais aller chercher la vie là où elle se trouve. Et c'est un réflexe humain, la vie, pense le paysan, se trouve à Port-au-Prince. Et ça vient augmenter une fois de plus la population. Mais les politiciens, non seulement ne se préoccupaient-ils pas de faire des prévisions, non seulement ne se préoccupaient-ils pas de développer des politiques économiques pour encourager l'économie locale, pour encourager l'économie à la campagne, l'économie, n'est-ce pas, dans des régions, c'est-à-dire en dehors des centres urbains, sous Duvalier notamment, les politiciens utilisaient les masses paysannes pour prouver, n'est-ce pas, au corps diplomatique, pour prouver aux journalistes étrangers qu'il y avait des foules qui soutenaient François Duvalier. C'est ainsi donc que, à l'accession de François Duvalier au pouvoir, à compter des années 1957, n'est-ce pas, jusqu'à la chute de son fils Jean-Claude Duvalier en 1986, les deux gouvernements Duvalier prenaient plaisir, écoutez-moi bien, à envoyer des camions dans des campagnes haïtiennes, à envoyer des camions chercher des paysans dans des régions haïtiennes, de manière à venir faire foule à Port-au-Prince lors des dates symboliques du gouvernement Duvalier, de manière à prouver aux journalistes étrangers, de manière à prouver au corps diplomatique que c'est toute la paysannerie haïtienne qui soutenait François Duvalier et plus tard Jean-Claude Duvalier. Et devinez l'ironie, ces camions qui partaient en grand nombre de Port-au-Prince, embarqués de force des paysans depuis la campagne, depuis les régions pour les amener à Port-au-Prince, devinez quoi, ces camions-là ne les ramenaient pas dans la campagne. Et donc vous avez des centaines de milliers de gens qui, année après année, mois après mois, viennent grossir les rangs de la population de Port-au-Prince. Où vivaient-ils? Souvent, ils n'avaient pas de parents à Port-au-Prince. Ils ne pouvaient pas se payer un loyer à Port-au-Prince. Ils ne pouvaient pas, n'est-ce pas, travailler à Port-au-Prince. Eh bien, ils se contentaient de vivre dans des endroits qui n'étaient pas construits. Et là, on va assister au phénomène qu'on va appeler la bidonvillisation de Port-au-Prince. On va non seulement avoir des bidonvilles, plus tard on va avoir des cartonvilles. Donc on va baisser encore. Et à un moment donné, ces gens-là qui viennent grossir la population de Port-au-Prince, il faut qu'ils mangent. L'État n'a pas fait de prévision économique. L'État n'a pas fait de prévision, n'est-ce pas, d'aménagement du territoire. L'État ne fait rien pour décourager ces gens-là à venir à Port-au-Prince ou à rester chez eux. Et là, à cause de cette forte densité dans l'agglomération de Port-au-Prince, on va assister aussi à une croissance du phénomène du banditisme. Dans un premier temps, ça va être de simples gestes de banditisme, des gens qui vont commencer à vous demander quelques sous, des gens qui vont commencer par quêter quelques gourdes, et là, à force de quémander, à force de vous demander, mais ils deviennent impatients, ils peuvent vous agresser. Donc on va passer de gestes de banditisme isolés à des cas de petite criminalité. On va donc à partir de ces années-là assister à la montée, n'est-ce pas, de vols, de larcins, etc. Waouh! Mais jusque-là, eh bien, ces gens-là ne se répandent pas partout à travers Port-au-Prince. Ils vivent quand même dans des endroits qu'on va considérer tranquillement comme des endroits de non-droit. Pour quelle raison? Parce que, mais ils sont pauvres. L'agriculture ne suffit plus à nourrir sa population parce que la concurrence étrangère détruit la production, n'est-ce pas, locale, et l'État ne fait toujours rien pour régler le problème. Donc, pour comprendre le phénomène de l'insécurité en Haïti, le phénomène du kidnapping, il faut l'expliquer, nous disent les experts, à partir des problèmes de démographie, à partir des problèmes de manque de prévision, n'est-ce pas, de l'État, ce qui va conduire à l'appauvrissement. Comme si tous ces problèmes-là n'étaient pas assez complexes,
il va se passer en 1978 quelque chose de particulier. Que se passe-t-il en 1978? Les États-Unis vont faire obligation au gouvernement haïtien d'éradiquer tous les cochons créoles haïtiens à cause de la peste porcine africaine. La soi-disant peste porcine africaine mettait en danger l'industrie porcine des Américains. Et puisque Haïti, n'est-ce pas, est proche des États-Unis, en particulier de Miami, les Américains vont faire obligation, vont faire pression sur le gouvernement de Jean-Claude Duvalier d'alors, en 1978, écoutez-moi bien, pour qu'il oblige les paysans, pour qu'ils procèdent à l'éradication totale de la population porcine des paysans. Si je ne prends pas le temps de vous aider à comprendre, n'est-ce pas, vous ne saisirez pas d'entrée de jeu ce que signifiait l'éradication de la population porcine pour le paysan haïtien. Nous sommes en 1978. Jusque-là, le paysan haïtien, bon gré mal gré, n'est-ce pas, peut vivre de sa production. Il n'est pas riche, mais il peut nourrir sa famille à partir de ce qu'il plante et récolte. Il n'est pas riche, mais grâce au porc, qui est, si vous voulez, un élément central dans la petite économie paysanne, eh bien, le paysan arrive à nourrir sa famille. Généralement, que fait le paysan? Il va acheter, si vous voulez, 2 porcs, mâle et femelle, et à partir de ce couple porcin, eh bien, il finit par avoir un grand cheptel. Et c'est à partir de ce cheptel-là qu'il va nourrir sa famille, qu'il va faire de petits commerces, qu'il va envoyer ses enfants étudier en ville. Donc, le porc, dans l'économie paysanne, jusqu'en 1978, est un élément central. Et voilà que les Américains obligent le gouvernement haïtien à obliger le paysan haïtien, sous peine d'être arrêté, sous peine d'être molesté, sous peine d'être jeté en prison, d'éradiquer son cheptel porcin. Moi, j'étais jeune gosse encore, je peux revoir par la pensée le dilemme du paysan. On lui dit de tuer son cochon noir, son cochon grosse gueule, comme on appelait ça, n'est-ce pas, en ce moment-là. Et on lui dit qu'on allait remplacer son cheptel par un autre porc qui viendrait des États-Unis, qui viendrait d'ailleurs. Misère. Le cochon créole haïtien s'adaptait et s'acclimatait au contexte haïtien. Il se nourrissait de tout. De tout ce dont le paysan se débarrassait comme déchets, eh bien, le porc se nourrissait de cela, en sorte que nourrir le porc pour le paysan ne constituait point une dépense supplémentaire. Or, voilà que sous la pression des Américains, le gouvernement haïtien va donc faire pression sur le paysan haïtien pour éradiquer son cheptel porcin. Et le temps de le dire, il ne restait plus un seul cochon noir en Haïti. L'économie paysanne venait de s'effondrer du coup. Dans les années à venir, les Américains ont remplacé le cochon créole par un autre type de cochon qui arrivait d'ailleurs, sauf que ce cochon qui arrivait de l'étranger ne connaissait pas le climat haïtien, il ne connaissait pas l'environnement haïtien, il ne pouvait pas se nourrir de ce dont le paysan se débarrassait jusque-là, et le paysan devait acheter une nourriture particulière pour nourrir ce porc, dépenses supplémentaires pour son économie qui venait de s'effondrer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce paysan qui ne connaissait plus l'autarcie alimentaire à la campagne, qu'est-ce qu'il va faire selon vous? Il va laisser la campagne pour aller où? À Port-au-Prince. Est-ce qu'il connaissait quelqu'un à Port-au-Prince? Pas du tout, mais il se dit, écoutez, je cherche la vie, puisqu'on me dit que c'est encore à Port-au-Prince qu'il y a la vie, je finirai par trouver quelque chose. Et là,
Ce paysan-là dormait, n'est-ce pas, à même le sol, il dormait à la belle étoile, et pour se nourrir, eh bien, on peut comprendre, eh bien, certaines fois, il commettait des actes de banditisme, des actes de petite criminalité, qui avec le temps vont devenir des actes de grande criminalité. Et encore une fois, je suis d'accord avec Spinoza, devant certaines situations de la vie, il ne s'agit ni de rire, ni de pleurer, mais de comprendre. Arrivé à Port-au-Prince, ne trouvant pas la vie, arrivé à Port-au-Prince n'ayant pas d'emploi, le paysan haïtien va développer un autre réflexe et le phénomène du boat people va naître. C'est vraiment à partir de la fin des années 70, après qu'on a éradiqué son cheptel porcin, après qu'il s'est rendu à Port-au-Prince pour ne rien trouver, qu'il va désormais avoir les yeux tournés vers les États-Unis et le phénomène du boat people va prendre naissance. Des paysans haïtiens, des jeunes haïtiens, de vieux haïtiens vont prendre, n'est-ce pas, des bateaux de fortune pour se rendre à Miami. Jusque-là, les États-Unis les accueillaient. On les mettait dans des prisons dans un premier temps, on les enfermait dans des chromes dans un premier temps, mais les États-Unis étaient pris à leur propre jeu. Ils soutenaient la dictature des deux Duvalier sous prétexte que les deux Duvalier combattaient le communisme, n'est-ce pas, en Haïti, parce que on était encore à l'époque de la guerre froide. En face d'Haïti se trouvait quand même Cuba, qui est un pays communiste, et on ne voulait pas que les intellectuels haïtiens reproduisent l'exemple de Castro en Haïti, et les Duvalier étaient, pour ainsi dire, des garants pour la promotion du capitalisme contre le communisme. Donc, les Américains étaient pris à leur propre jeu. Ils ne pouvaient pas refouler en Haïti des gens qui prenaient le bateau pour fuir la misère en Haïti. Eh bien, on les accueillait. Imaginez des milliers de gens qui laissaient Haïti, qui laissaient la paysannerie. Imaginez, n'est-ce pas, des milliers d'étudiants qui, après avoir terminé leurs études secondaires ou après avoir complété leur cycle universitaire, n'avaient, n'est-ce pas, aucune débouchée en Haïti, prenaient le bateau. Et cela va durer ainsi le phénomène, n'est-ce pas, des boat people jusqu'à la fin du régime fasciste des Duvalier en 1986. À partir de 1986, en théorie, il n'y a plus de dictature en Haïti. Nous allons avoir des élections, donc nous allons être en démocratie. Les États-Unis se disent, nous ne sommes plus obligés d'accueillir des réfugiés haïtiens. À chaque fois que quelqu'un prenait le bateau pour se rendre dans les mers américaines, on le refoulait vers Haïti. Le motif, c'était que Haïti est désormais une démocratie. Mais la population à Port-au-Prince va continuer à grandir parce que, n'est-ce pas, l'État haïtien ne fait pas plus de prévisions, l'État haïtien ne crée pas de travail, l'élite d'affaires ne crée pas plus d'emplois, le taux de chômage continue à monter, les gens se disent, il n'y a qu'à Port-au-Prince qu'il y a des services, nous allons continuer à aller à Port-au-Prince. Quand on parle d'insécurité en Haïti, il faut penser démographie, il faut penser absence de services de l'État sur le territoire, hyper-centralisation du pouvoir à Port-au-Prince et affluence des gens vers Port-au-Prince dans le but de trouver de quoi vivre. Dans la généalogie de l'insécurité en Haïti, il faut aussi parler de la décennie 80. Vous vous souvenez? Les années 80 sont marquées par la découverte du VIH-Sida. Sauf qu'au début des années 80, lorsqu'on a découvert le sida ne s'appelait pas sida. Le sida s'appelait 4H. Les 4H, c'était pour héroïnomane, c'était pour homosexuel, c'était pour hémophile et c'était pour haïtien. Sauf que jusque-là, bon gré mal gré, le tourisme haïtien fonctionnait bien.
Haïti demeurait, si vous voulez, le centre du secteur touristique dans les Caraïbes. C'est pas pour rien parce que le tourisme caraïbéen a pris naissance dans les années 40 en Haïti. Les gens venaient de partout, en particulier de l'Europe. Les gens venaient des États-Unis visiter Haïti, qui s'appelait autrefois la perle des Antilles. Et donc le tourisme fonctionnait très bien. Et en plus, les touristes se sentaient protégés puisque Haïti vivait sous un régime fasciste, sous un régime de dictature. Donc, pour défendre son image, l'ordre était de rigueur. Quand un touriste entrait en Haïti, eh bien, il ne se faisait pas agresser, il ne se faisait pas harceler par, si vous voulez, de jeunes mendiants. Au contraire, les tontons macoutes, c'est-à-dire les miliciens du régime fasciste des Duvaliers, pour défendre la belle image, entre guillemets, du régime, cachaient ces mendiants-là, que les touristes ne sauraient voir. Donc les touristes affluaient en Haïti, ils affluaient à Port-au-Prince, ils affluaient dans les grandes villes. Sauf qu'à compter des années 80, tout cela va s'effondrer d'un coup. Parce que dans les 4 H du sida, l'un c'était pour Haïtiens. Donc Haïti est devenu tout à coup le foyer de l'éclosion du sida. Et devinez quoi? Les touristes vont fuir les rives haïtiennes au profit de la République dominicaine. Et depuis ce temps, le tourisme haïtien n'a jamais retrouvé son âge d'or. Puisque, quoi qu'on dise, le tourisme rapportait un peu de sous aux petits commerçants. Imaginez les artisans, imaginez les traducteurs, imaginez, n'est-ce pas, ceux qui travaillaient, en tout cas directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme. Eh bien, le tourisme faisait vivre de nombreuses familles et du jour au lendemain, l'industrie touristique s'effondre à cause de ce préjugé raciste qui faisait, n'est-ce pas, d'Haïti le foyer ou d'éclosion du sida. Le tourisme en Haïti va s'effondrer au profit de la République dominicaine voisine. Et donc, ça va augmenter les problèmes de pauvreté en Haïti, ça va contribuer à paupériser la population haïtienne. Et encore une fois, devant ce manque à gagner qu'a provoqué l'effondrement du secteur touristique, les gens vont continuer à affluer à Port-au-Prince, augmentant ainsi les risques d'insécurité. Encore une fois, pour comprendre les problèmes d'insécurité, donc on continue dans cette généalogie, dans cette chronologie d'événements marquants pour l'insécurité en Haïti, on ne peut pas ne pas parler de 1995. Que s'est-il passé en 1995? En 1995, on a démobilisé l'armée haïtienne. Bon, cette armée mise en place par les Américains pendant l'occupation américaine d'Haïti de 1915 à 1934, c'était une armée oppressive. C'était une armée qui travaillait contre son propre peuple, contre sa propre population. Et c'est une armée qui était surtout marquée au coin de renversement de gouvernement. Et le dernier gouvernement renversé alors par l'armée d'Haïti, les forces armées d'Haïti, comme François Duvalier, n'est-ce pas, les nommait, eh bien c'était le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide, élu démocratiquement en décembre 90. Ce gouvernement va être renversé par des militaires, un coup d'État sanglant qui va avoir lieu en 91 et le président Jean-Bertrand Aristide restera en exil pendant 3 ou 4 ans. Eh bien, puisque cette armée était synonyme d'oppression pour son propre peuple, et c'était une armée qui était pourrie de l'intérieur, eh bien, le président d'alors a procédé à sa démobilisation. Ah, comprenons-nous bien. Vous avez jusque-là des gendarmes, c'est-à-dire des professionnels d'armes, qu'on vient de démobiliser. Ça veut dire qu'ils se retrouvent du jour au lendemain sans salaire, malgré le fait que leur profession, c'était, n'est-ce pas, d'être membre de l'armée.
On les invitait à déposer les armes. Quelques-uns d'entre eux, beaucoup d'entre eux le faisaient, mais suivez mon regard. Si un tel avait 4 armes chez lui, il en amenait 2. S'il en avait 5, il en amenait 3, mais il gardait pour sa propre sécurité, n'est-ce pas, 2 armes chez lui, et on ne sait jamais à quelle fin cela pouvait être utilisé. Nous sommes donc en 95, donc il y a un élément majeur, on démobilise l'armée. L'armée, ne serait-ce que nominalement jusque-là, pouvait servir à effrayer les petits bandits, pouvait servir, n'est-ce pas, à intimider ceux qui faisaient de la petite criminalité. Et jusque-là, on ne connaît pas de phénomène de grande criminalité en Haïti. Ceux qui commettaient des crimes, au fait, c'était ceux qui détenaient le pouvoir sous Duvalier, les fameux tontons Macoute, puisque eux, les tontons Macoute, les miliciens de François Duvalier ou de Jean-Claude Duvalier, n'avaient pas de salaire officiel. Eh bien, le gouvernement les encourageait à extorquer la population pour se faire, n'est-ce pas, un pécule. Et donc, en 95, lorsque l'armée est démobilisée, vous avez des gens en armes qui se retrouvent sans salaire et une population qui est livrée à elle-même. Jusque-là, vous aviez une force armée qui pouvait, si vous voulez, réprimer les petits criminels, mais là, du jour au lendemain, on a démobilisé l'armée et on la remplace par une police qui venait de naître, une police pas suffisamment armée, pas suffisamment équipée, mais une police jeune sans expérience et numériquement insuffisante. Est-ce que vous comprenez la problématique là? Car depuis le fameux coup d'État des militaires contre Jean-Bertrand Aristide, écoutez-moi bien, Haïti est sous un embargo des armes. La police était autorisée à recevoir un certain type d'armes, mais pas d'armes de guerre. Imaginez un pays qui est sous embargo officiel d'armes à la demande des États-Unis. La police était seule autorisée à recevoir des armes, mais un certain type d'armes seulement. Pas d'armes de guerre. Waouh! Haïti va devenir, à partir de cette date-là, ça c'est important pour nous, une passoire pour l'entrée illégale d'armes, donc une passoire pour le trafic international des armes, et ces armes, suivez bien mon regard, arrivaient soit des États-Unis, en particulier de Miami, ou de la République dominicaine voisine. On a un pays sans armée, une police jeune, mal équipée, numériquement insuffisante, et donc les criminels, les grands criminels, à partir de ce moment-là, vont dire, tiens, Haïti est pour nous un territoire vierge, on va pouvoir pratiquer désormais la grande criminalité sans courir le risque de se faire arrêter. Et là, on va parler de drogue. On va parler, n'est-ce pas, de kidnapping dans les années d'après. Et la question se pose alors, qui va pratiquer ces grandes criminalités-là? Avant 2004, on entendait parler de quelques cas isolés de kidnapping. On enlevait certaines personnes contre rançon. Sous Duvalier, par exemple, c'est les tontons Macoute eux-mêmes qui venaient vous enlever chez vous parce que vous étiez un opposant politique et qui vous jetaient en prison. Et 9 fois sur 10, vous ne reveniez plus chez vous. Mais à la fin des années 90, au début des années 2000, en particulier à partir de 2004, Haïti va connaître un nouveau type de grande criminalité qui va être le kidnapping. Mais il y a un autre événement qui va venir complexifier le phénomène de l'insécurité en Haïti. Mbote, Nangadef, comment nouer la famille? Où trouver les livres du docteur Fils-Aimé? Très simple. Sur son site internet au www.jeanfilsm.com ou sur Amazon, amazon.com, amazon.ca. Vous pouvez aussi nous écrire directement par email ou par Facebook. Dans tous les cas, c'est plus de 13 ouvrages sur diverses thématiques qui vous attendent. Un beau cadeau à se faire
à offrir à nos proches. On est ensemble. Il y a donc un autre élément qui va venir complexifier la problématique de l'insécurité en Haïti. Je vous ai dit que Jean-Bertrand Aristide a subi un coup d'État en 91, il est resté en exil jusqu'en 94. Mais à partir de 1994-1995, les pays tuteurs, écoutez bien là, comme des États-Unis, comme le Canada, vont dire, écoutez, nous là, non seulement n'avons-nous plus aucune obligation d'accueillir des réfugiés haïtiens, mais pire, écoutez bien, de jeunes Haïtiens qui sont arrivés chez nous au Canada, aux États-Unis, on va dire dans leur enfance ou bien dans l'adolescence, et qui ont été récupérés par la grande criminalité américaine ou canadienne, nous là, on va les retourner en Haïti. Le phénomène de la déportation des criminels d'origine haïtienne. C'est ainsi donc, vous avez des jeunes qui ont laissé Haïti quand ils avaient 4-5 ans, quand ils étaient dans l'adolescence, qui ont vécu plusieurs années au Canada ou aux États-Unis, qui ont été récupérés ou recrutés par la grande criminalité américaine ou canadienne, qui ont été impliqués dans le trafic de la drogue, qui ont été impliqués dans le trafic des armes, qui ont fait de la prison, etc. Et après qu'ils ont purgé leur peine au Canada ou aux États-Unis, les Canadiens et les Américains décident de les déporter en Haïti. Et devinez où on les envoyait à Port-au-Prince. Maintenant, suivez encore. Vous avez des jeunes qui ont laissé Haïti quand ils avaient 5 ans, qui aujourd'hui maintenant en ont 30. Vous avez des jeunes qui ont laissé Haïti quand ils avaient 12-15 ans, qui aujourd'hui se retrouvent, n'est-ce pas, à la fin de la vingtaine, et qui, lorsqu'ils étaient au Canada ou aux États-Unis, tout ce qu'ils connaissaient, c'était la grande criminalité, ils débarquent à Port-au-Prince. De quoi voulez-vous qu'ils vivent? Dans un pays où il n'y a pas d'emploi, le taux de chômage dépasse les 65%. Dans un pays où ils ne connaissent plus personne parce que leurs parents sont restés au Canada ou aux États-Unis, rapidement donc, ils vont s'organiser pour vivre. Ils vont s'impliquer eux aussi dans le trafic des armes. Ils vont commencer eux aussi à commettre, n'est-ce pas, des actes de criminalité. Et c'est ainsi donc que, à partir de 2004, le phénomène du kidnapping va être répandu en Haïti et en particulier à Port-au-Prince. Je mets l'accent sur Port-au-Prince parce que les grandes criminalités se pratiquaient dans l'agglomération Port-au-Prince. Donc pour comprendre le phénomène de l'insécurité, il faut faire cette généalogie et à partir de 2004 donc, le kidnapping va devenir monnaie courante. Sauf que le kidnapping qu'on voyait dans les années 2004 jusqu'à tout récemment diffère de ce qu'on a vu au cours des dernières années. Qu'est-ce qui se passait dans le kidnapping qu'on retrouvait à partir de 2004? En 2004, d'abord, Aristide subit un deuxième coup d'État, cette fois-ci, non pas de la part de l'armée d'Haïti, il n'y a plus d'armée. Le coup d'État que va subir Jean-Bertrand Aristide a été orchestré par la communauté internationale. La France, le Canada, les États-Unis envoient, n'est-ce pas, des gens kidnappés, un président démocratiquement élu pour le conduire dans un premier temps, n'est-ce pas, dans les Antilles et plus tard en Afrique du Sud. En lui faisant interdiction, George Bush disait à Jean-Bertrand Aristide qu'il n'était plus le bienvenu dans son propre pays, Haïti, malgré ce que dit la constitution haïtienne. Mais ça, c'est une autre histoire. À partir de 2004, donc, on va assister à une généralisation du phénomène du kidnapping, sauf que le modus operandi des kidnappeurs était nettement différent. Vous notez d'abord que ceux qui kidnappaient des gens en Haïti, c'était des gens qui avaient les moyens. Ils recrutaient des gens défavorisés, des jeunes défavorisés dans des quartiers populaires. Ces jeunes travaillaient pour eux, mais on savait que c'était des gens riches. Comment on le savait? Parce que quand on kidnappait quelqu'un, il était conduit dans de grandes maisons. Ah oui, en attendant qu'on paye
une rançon pour le libérer, cette personne était détenue dans une maison où il pouvait être caché. Cela ne se faisait pas dans des quartiers populaires. Et en plus, les jeunes qui travaillaient pour kidnapper ces gens-là avaient des armes lourdes. Or, imaginez de petits jeunes défavorisés dans des quartiers défavorisés, de petits jeunes désœuvrés qui kidnappaient des gens avec des armes lourdes. Mais comment eux qui n'arrivaient pas à manger à leur faim pourraient-ils se permettre d'acheter des armes qui coûtaient plusieurs milliers de dollars américains sur le marché illégal des armes? Comment arrivaient-ils, n'est-ce pas, à s'offrir des munitions? La logique était simple, ils étaient au fait sous-traités par des gens plus riches et quand ils kidnappaient des gens, ils les conduisaient dans des maisons cossues où ces gens-là étaient gardés en attendant que la rançon soit payée. Et c'est ainsi donc que le chat va sortir du sac, puisque dans les années d'après, l'un des fils de l'une des familles les plus riches d'Haïti va être pris, n'est-ce pas, les culottes baissées, puisque Clifford Brandt va être reconnu coupable d'être à la tête d'un réseau de kidnapping en Haïti. Donc, jusque-là, le kidnapping est pratiqué par des gens qui en ont les moyens. Pourquoi faisait-il cela? Mais pour avoir de l'argent. Qui kidnappait-on? On kidnappait des gens qui avaient l'air riches. On kidnappait des gens qui avaient les moyens de payer. Ou des gens dont les familles avaient les moyens de payer. Ah! Sauf que le phénomène va tranquillement changer de configuration. Suivez-moi bien. Dans un premier temps, vous avez des gens riches en Haïti qui ont les moyens de s'acheter des armes de guerre lourdes dans un pays qui est censé être sous embargo d'armes de guerre. Donc eux, ils ont les moyens. Comment arrivent-ils à faire entrer des armes en Haïti? Pour des raisons simples. Vous savez qu'il y a des familles en Haïti qui ont des ports familiaux. Il y a des familles qui ont leur propre port. Donc, quand ils font entrer de la marchandise en Haïti, leur marchandise ne passe pas par les ports de l'État, ça arrive directement dans leur port privé, au su et au vu de l'État. Donc, eux peuvent se permettre d'avoir des armes et ils pouvaient kidnapper des gens pour s'enrichir. Et qui utilisaient-ils pour le kidnapping? Mais des jeunes désœuvrés à qui ils apprenaient à tirer, à qui ils enseignaient le maniement des armes, des gens, n'est-ce pas, à qui ils offraient de la munition et qu'ils payaient pour leur mauvaise besogne, pour leur basse besogne. Sauf que, avec le temps, ces jeunes défavorisés que vous utilisiez pour faire vos propres besognes et qui recevaient en retour de leurs besognes un peu d'argent de votre part, à un moment donné, ils vont développer de l'autonomie. Ils vont vouloir voler de leurs propres ailes. Et donc, le phénomène de l'insécurité, le phénomène du kidnapping va tranquillement changer de configuration. On est passé d'un kidnapping dans les années 2004, 2005, 2006, qui était pratiqué par des gens qui ont des moyens, qui ont des maisons cossues, qui sous-traitaient leur basse besogne à des jeunes désœuvrés, à, écoutez-moi bien, à un autre type de kidnapping, à un autre type d'insécurité qui va être pratiqué cette fois-ci par les politiciens. Qu'est-ce qu'on a découvert? Au début des années 2000, le kidnapping, l'insécurité était utilisé comme une arme politique pour intimider les opposants. Quand un tel était contre quelqu'un qui était au pouvoir, quand un homme ou une femme s'opposait, n'est-ce pas, à quelqu'un qui était haut placé dans le gouvernement, eh bien, on utilisait des armes pour intimider cet opposant. Et c'est ainsi donc que dès les années 2000, on donnait des armes, quelle horreur, à des mineurs dans des quartiers favorisés pour qu'ils aillent intimider des opposants au régime. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. L'insécurité et le kidnapping sont des armes politiques en Haïti. Je connais un sénateur
bien placé dans sa ville qui, lui, n'acceptait pas d'être défait lors des élections. Et il était challengé par un jeune candidat qui arrivait tout feu tout flamme. Et vous savez quoi? Pour ne pas perdre sa place, il a envoyé des gens armés intimider ce jeune politicien-là pour éviter, lui, le vieux routier, de perdre son poste sénatorial. Donc, quand on parle d'insécurité et de kidnapping en Haïti, il y a une dimension politique à la chose. Les politiciens ont développé la mauvaise attitude d'utiliser l'insécurité et le kidnapping comme arme pour, si vous voulez, intimider les opposants. Il y a une autre dimension à l'insécurité en Haïti, et celle-là, elle est terrible, c'est l'insécurité commerciale. Je vous explique. Vous savez que Haïti, c'est un pays de monopole. Exemple. Vous connaissez un fournisseur de riz en Chine ou en Inde, qui sont de grands consommateurs, n'est-ce pas, de riz. Pensez aux Chinois, qui sont probablement les plus grands consommateurs de riz au monde. Et là, vous faites affaire avec des Chinois et vous concluez que si vous importez du riz en Haïti, votre riz va battre le prix du marché. Si vous tentez d'importer du riz en Haïti, non seulement votre riz ne passera jamais la douane, vous perdrez votre argent, votre riz va pourrir dans la douane. Si vous insistez, on va y mettre le feu, mais pire, on va y mettre le feu pour vous faire un avertissement. Et si vous réitérez l'expérience cette fois-ci, les concurrents d'affaires vont soit vous kidnapper, ou vont vous faire abattre tout simplement. L'insécurité et le kidnapping en Haïti sont aussi une problématique d'affaires. Les gens d'affaires, Haïti c'est un pays d'oligopole. Vous savez, pour le riz, il y a 2 ou 3 familles qui sont responsables. Pour l'importation du fer, il y a 2 ou 3 familles qui sont responsables. Vous savez quoi? Vous êtes riche peut-être, vous êtes bien installé en terre étrangère, vous êtes haïtien, vous avez étudié, n'est-ce pas, en finance, et vous voulez mettre sur pied une banque en Haïti. Bonne chance. Les banquiers actuels vont vous faire assassiner. De qui vont-ils se servir? Eh bien, ils vont donner des armes lourdes, n'est-ce pas, à des gens défavorisés, dans des quartiers défavorisés, et ils vont vous faire abattre parce que il faut que les affaires restent entre les mains d'un petit groupe, d'une oligarchie. Donc, il y a une dimension d'affaires dans l'insécurité et le kidnapping en Haïti. Les gens d'affaires, ceux qui profitent des monopoles en Haïti, les banquiers, nourrissent l'insécurité et le kidnapping contre des concurrents potentiels ou des concurrents réels. En sorte que si vous pensez pouvoir faire commerce dans certains secteurs qui appartiennent depuis toujours à certaines familles, on va vous kidnapper ou on va vous tuer. Et à qui est-ce qu'on va confier cette sale besogne? À des gens dans des quartiers défavorisés. Avec le temps, écoutez-moi bien, écoutez bien, ces gens que les politiciens utilisaient en leur donnant des armes pour intimider leurs opposants. Avec le temps, ces gens que les gens d'affaires utilisaient pour intimider leurs concurrents, ils finissent par, eux aussi, comprendre le modus operandi. Ils disent, nous, on va arrêter de travailler pour des gens, on va travailler pour nous-mêmes. Et c'est ainsi donc qu'on assiste depuis un certain nombre de mois maintenant, depuis quelques années, sous le gouvernement de Jovenel, à une véritable gangstérisation d'Haïti. Non seulement Port-au-Prince est ceinturé par des gangs qui se font des guerres de territoire, comme autrefois en Afghanistan où il y avait des seigneurs de guerre qui étaient responsables de tel territoire et qui ne se laissaient pas marcher sur les pieds sur leur territoire. On assiste à cela en Haïti. Vous allez avoir dans telle zone de l'agglomération de Port-au-Prince tel gang qui va se faire justice
en incendiant un commissariat de police, en attaquant une banque, en kidnappant n'importe qui, de manière à pouvoir nourrir, n'est-ce pas, ses soldats ou payer ses soldats. Écoutez les termes, les soldats, c'est les bandits qui travaillent pour ce monsieur-là. Et dans telle autre zone, dans telle autre région, vous aurez tel autre, n'est-ce pas, gang. Et le pire, parce que la police est sous-équipée, parce que la police est numériquement faible, mais aussi parce que ces gangs-là sont utilisés par le gouvernement illégal de Jovenel Moïse, illégal depuis le 7 février dernier, pour intimider les opposants, ces gangs-là vont finir par dire, mais nous sommes importants. Non seulement la police est numériquement faible, la police est, du point de vue des armes, n'est-ce pas, faible. Ces gangs-là ont l'avantage du feu parce que eux, ils ont de véritables armes de guerre, tandis que les policiers sont sous embargo et ne peuvent recevoir qu'un certain type d'armes. Alors, ce sont les gangs qui font la loi en Haïti. Et vous savez quoi? Ils donnent des conférences de presse lorsqu'ils viennent d'incendier un commissariat de police. Ils donnent des conférences de presse lorsqu'ils viennent d'attaquer une banque. Et ils se prennent même pour des révolutionnaires en disant que nous aussi, nous avons le droit d'avoir, n'est-ce pas, des services de l'État. Nous avons le droit de manger à notre faim. Nous avons le droit d'envoyer nos enfants à l'école. Et aussi longtemps que nous n'aurons pas ces services-là, nous allons nous faire justice nous-mêmes. Et l'État haïtien est pris entre ces divers feux-là. Maintenant, posons-nous la question. Posons-nous la question, elle est importante là. Qui profite de la gangstérisation d'Haïti? Vous savez, pour comprendre un crime, l'une des questions qu'il faut se poser en enquête, c'est à qui profite ce crime? Je vous ai dit que depuis les années 80, le tourisme haïtien s'est effondré. Et qui est-ce qui récolte de la manne touristique? La République dominicaine. Aussi longtemps que l'État haïtien s'effondre et s'érode et que Haïti devient une terre de chaos, vous savez quoi? La République dominicaine fait son beurre sur le dos d'Haïti. Exemple, désormais, quand un étudiant haïtien termine ses études secondaires en Haïti, 9 fois sur 10, les parents qui en ont les moyens, ils envoient leurs enfants étudier où? En République dominicaine. Mais ça, c'est des millions de dollars par année. Aussi longtemps que Haïti devient une terre de chaos, les gens qui ont les moyens, les gens d'affaires qui veulent investir, ils n'investissent pas en Haïti. Devinez où ils investissent? En République dominicaine. Puisque l'État d'Haïti s'effondre, Haïti ne produit plus rien, devinez d'où on importe tout ce dont on a besoin, on importe jusqu'à des œufs de la République dominicaine. Donc, qui est-ce qui profite du chaos qui s'installe en Haïti? La République dominicaine. Donc, il y a lieu, du point de vue géopolitique, de se dire, mais si la République dominicaine tire profit du chaos d'Haïti, la République dominicaine a intérêt à nourrir le chaos. Et c'est pas pour rien que je vous ai dit que les armes lourdes, les armes de guerre qu'on retrouve en Haïti passent soit par la République dominicaine, en provenance, n'est-ce pas, des États-Unis d'Amérique, ou atterrissent directement, ou j'allais dire amérissent directement dans les ports privés des familles riches en Haïti. C'est pas compliqué. Quand vous allez dans un hôtel en République dominicaine, le personnel de l'hôtel, généralement, c'est un personnel qui est originaire d'Haïti. Les femmes de chambre sont des Haïtiennes parce que c'est des gens instruits. C'est des gens instruits. Ces femmes de chambre-là parlent l'espagnol, cela va sans dire. Elles parlent l'anglais pour le tourisme international. Elles parlent, n'est-ce pas, le français pour accueillir des ressortissants haïtiens. La République dominicaine est confortable avec le chaos haïtien parce que tout l'argent d'Haïti, désormais, une fois qu'il transite en Haïti, il va se retrouver où? En République dominicaine. Donc, pour comprendre le phénomène de l'insécurité en Haïti, qui est un phénomène terrible, vous avez des gangs qui détiennent de véritables arsenaux de guerre, eh bien, on n'a pas besoin de regarder loin, on n'a qu'à regarder la frontière
haïtiano-dominicaine, ce sont les Dominicains qui laissent entrer des armes lourdes sur le territoire haïtien parce que le chaos d'Haïti fait l'affaire des Dominicains. J'ai laissé Haïti à la fin des années 80, mais vous savez, moi, quand j'étais en Haïti, les Dominicains venaient chez nous. D'abord, les femmes dominicaines venaient chez nous pour le commerce du sexe. Moi, je suis du nord d'Haïti. On partage, si vous voulez, dans le nord-est d'Haïti, la frontière avec la République dominicaine. Et il y avait souvent des femmes dominicaines qui venaient coucher avec les hommes haïtiens pour avoir quelques gourdes. Et à la fin des années 80, on a retrouvé les Dominicaines dans un autre secteur, dans le secteur de l'esthétique. Ces femmes dominicaines ont, semble-t-il, la réputation de savoir bien coiffer des femmes. Elles ouvraient des salons de coiffure. Mais avec le chaos qui s'installe en Haïti, un chaos qui est de plus en plus profond, un chaos abyssal, eh bien, la République dominicaine récolte la manne touristique. La République dominicaine récolte la manne de l'importation. La République dominicaine récolte la manne des investissements des hommes d'affaires. La République dominicaine récolte la manne des étudiants haïtiens. Alors, si vous étiez, vous, l'État dominicain, est-ce que vous auriez intérêt à ce que les choses marchent en Haïti ou bien ne feriez-vous pas en sorte que les choses aillent de mal en pis? Poser la question, c'est y répondre. La République dominicaine fout la merde en Haïti par la faute de l'État haïtien. On n'a pas d'État haïtien. On a un petit gang de voleurs, de kleptocrates et de kleptomanes. 9 fois sur 10, ça a toujours été le cas dans le cas des dirigeants haïtiens. Mais vous avez une République dominicaine qui s'est tiré profit du malheur haïtien. Les armes qu'on retrouve en Haïti ont 2 points d'entrée. Il n'y en a pas 3, les amis. Et les autorités haïtiennes le savent. La communauté internationale le sait aussi. Les armes lourdes qu'on retrouve en Haïti amérissent dans des ports privés des familles riches, parce que les familles riches ont leurs ports privés, où ces armes-là passent par la République dominicaine. Vous savez, depuis quelques mois, en Haïti, on connaît pas moins de 20 000 cas de déplacés internes. Des populations, par exemple, qui sont à Martissan, dans l'agglomération de Port-au-Prince, qui sont coupées du reste du pays et qui ne peuvent pas bouger comme elles veulent. Vous avez dans d'autres coins d'Haïti, n'est-ce pas, des zones qui sont coupées et vous avez des populations qui, pour échapper à la guerre de territoire des gangs, n'est-ce pas, sont obligés de laisser leur maison. Mais ça s'appelle, n'est-ce pas, des déplacés. Et vous savez que le droit international fait obligation à tous les pays signataires de la Convention de Genève d'offrir l'asile, d'offrir le refuge à des populations qui sont menacées sur leur propre territoire. Lorsque les Syriens, au plus fort de la guerre civile en Syrie, étaient menacés, on a vu les pays occidentaux ouvrir leurs frontières pour accueillir des Syriens. On a vu l'Allemagne accueillir des Syriens. On a vu le Canada accueillir, n'est-ce pas, des Syriens. Mais pourquoi ces mêmes pays qui sont au courant de cette situation terrible en Haïti ne disent mot sur ce qui se passe? Encore une fois, poser la question, c'est y répondre. C'est parce que la communauté internationale tire un profit de ce qui se passe là en Haïti. Quel profit? Je vous ai déjà parlé dans d'autres émissions en immigration de ce qu'on appelle push factors et pull factors. Les push factors, ce sont des facteurs d'instabilité qui existent dans un pays, facteurs qui vont faire en sorte que les gens qui en ont les moyens, les gens qui ont fait des études, des gens qui ont des familles, des gens qui ont des compétences vont laisser leur pays pour aller ailleurs. Donc les fameux push factors, ce sont des facteurs qui vous poussent le derrière, qui vous bottent le derrière pour que vous laissiez votre pays. C'est ce qui se passe en Haïti maintenant. Tous ceux qui peuvent laisser Haïti, laissent Haïti parce que la vie devient impossible. Mais quand des gens compétents, quand des gens diplômés, quand des gens universitaires laissent Haïti,
ils vont où? Ils vont aux États-Unis, ils vont au Canada, ils vont en France. C'est qu'entre-temps, ces pays-là vont mettre sur pied ce qu'on appelle des pull factors. Ils vont ajuster leur politique d'immigration pour attirer ces gens-là. Le Canada va concevoir un programme qu'on appelle le programme des universitaires, le programme des professionnels qualifiés qui offre la résidence à tous ceux qui ont fait des études techniques, des études professionnelles et qui détiennent une certaine expérience professionnelle. Donc, le chaos d'Haïti fait l'affaire d'une certaine communauté internationale. Pourquoi Biden ne dit rien? Quand c'était Donald Trump, on disait, ah, c'est normal, Donald Trump n'aime pas les Noirs, mais on a Biden qui avait mis un genou à terre à Little Haiti, à Miami. Est-ce qu'il dit mot sur la situation en Haïti? Il s'en fout. On a Trudeau ici qui dit deux mots créoles, ça passe n'a boulé. Eh bien, il est au courant de la situation chaotique en Haïti. Est-ce qu'il dit un mot sur Haïti? Il s'en fout. La situation chaotique dans ce pays-là, n'est-ce pas, favorise l'émigration. Et lorsque vous avez des gens diplômés qui laissent leur pays, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont grossir les rangs de la classe moyenne de ces pays occidentaux, facilitant ainsi leur développement économique. J'aime à dire qu'il ne faut pas, à force d'étudier chaque arbre, il ne faut pas perdre de vue la forêt. Bien sûr qu'il faut étudier les arbres, parce que ce sont les arbres, n'est-ce pas, qui garnissent la forêt, mais à force d'étudier les arbres, il ne faut pas perdre de vue non plus la forêt. Il y a deux enjeux à l'insécurité actuelle d'Haïti, deux. Le premier est un enjeu politique. Le président Jovenel est illégal, il est anticonstitutionnel depuis le 7 février dernier. Son mandat a pris fin depuis le 7 février dernier. Il ne veut pas laisser le pouvoir. Il veut s'accrocher au pouvoir de manière à organiser des élections bidons pour favoriser le retour de son tuteur, Michel Martelly. Et là, il faut qu'il reste au pouvoir pour faciliter le retour de Michel Martelly ou bien la venue de l'ancien premier ministre de Michel Martelly, Laurent Lamothe. Donc, il faut qu'il utilise l'insécurité pour effrayer les opposants, faire laisser le pays à ceux qui s'opposent à lui et ceux qui décident de rester, qu'il les effraie et qu'ils s'enterrent chez eux. Et donc, l'insécurité actuelle, elle est politique. Elle sert à Jovenel Moïse. Cela lui permet de s'accrocher au pouvoir. Donc, un enjeu politique. Il y a aussi au phénomène de l'insécurité actuelle un enjeu économique, un enjeu judiciaire. L'équipe qui a précédé Jovenel Moïse, donc son tuteur, Michel Martelly, et Jovenel Moïse font partie du même gang. Ils sont membres du même parti politique, le PHTK. Le parti politique de Michel Martelly a détourné, les amis, près de 5 milliards de dollars qui proviennent des fonds Petro-Caribé. Les fonds Petro-Caribé, en gros, c'est de l'argent que le Venezuela, grâce à la vente de son pétrole, prêtait à certains pays, dont Haïti. Dans tout autre pays, la République dominicaine a utilisé cet argent-là pour faire du développement. Sauf que l'équipe qui a précédé Jovenel Moïse, l'équipe de Michel Martelly et de Laurent Lamothe, mais Jovenel Moïse est membre du même parti de cette équipe-là. Cette équipe-là a volé, a détourné près de 5 milliards de dollars. Les jeunes sont dans la rue pour réclamer un procès contre ces dilapidateurs. Et Jovenel Moïse ne veut pas entendre parler de ce procès Petro-Caribé. Son tuteur, Michel Martelly, et tous ceux qui ont volé avec eux ne veulent pas entendre parler de ce procès. Mais pour faire taire cette velléité d'un procès contre Michel Martelly, Jovenel Moïse et toute l'équipe de PHTK qui a volé ces presque 5 milliards de dollars, eh bien, Jovenel Moïse utilise la violence. Donc vous notez qu'il y a deux enjeux. L'enjeu politique, il faut qu'il reste au pouvoir de manière à organiser des élections pour redonner le pouvoir à Michel Martelly ou à son premier ministre Laurent Lamothe. Ou il faut qu'il intimide la population
de manière à faire oublier cette affaire de procès Petro-Caribé. Comme par hasard, et nous savons qu'il n'y a pas d'hasard dans la politique, l'un des porte-paroles de ce mouvement Petro Challengers, comme on les appelait, une jeune femme, une belle femme dans la force de l'âge, a été assassinée, n'est-ce pas, dans la nuit de mardi à mercredi à Port-au-Prince. Des journalistes sont assassinés, des jeunes qui réclament ce procès pour la dilapidation des fonds de Petro-Caribé sont assassinés par les hommes de Michel Martelly et les hommes de Jovenel Moïse parce qu'ils veulent éviter ce procès-là. Vous savez, je voudrais terminer l'émission par une citation de Toussaint Louverture. Vous savez, Toussaint Louverture, ce héros haïtien qui a été déporté par Napoléon Bonaparte et assassiné par lui dans les geôles de Fort-de-Joux, il a dit ceci, tandis qu'il se trouvait là-bas. On peut vaincre une armée, ça arrive tous les jours, qu'une armée en vainque une autre. On peut donc vaincre une armée, disait Toussaint Louverture, mais on ne peut vaincre un peuple en armes. Vous savez, quand c'est toute une population qui réclame justice, quand c'est toute une population qui réclame un mieux-être, quand c'est toute une population qui réclame du travail, quand c'est toute une population qui réclame de la dignité, la communauté internationale et des politiciens ne seront jamais assez forts pour détruire cette population. On peut vaincre une armée, mais on ne peut vaincre une population en armes. Maintenant qu'on a compris la généalogie de l'insécurité en Haïti, comment résoudre ce problème? Il y a quelques émissions de cela, 2 ou 3 émissions, j'ai parlé de la nécessité d'un pacte de gouvernabilité. Pour résoudre le problème d'insécurité, il faut que des gens parmi les élites intellectuelles, des gens parmi les élites d'affaires, des gens parmi les élites politiques se disent, écoutez, nous ne gagnons rien à ce phénomène d'insécurité. Au fait, l'insécurité en Haïti favorise 2 choses. Ça favorise l'économie américaine et ça permet à Jovenel de rester au pouvoir. Ce sont donc les 2 gains de l'insécurité en Haïti. Le pays devient chaotique, ça fait l'affaire de l'économie dominicaine et en plus ça permet à Jovenel de rester au pouvoir. Donc une fois qu'on a fait ce bilan-là, maintenant c'est aux élites intellectuelles de ce pays, celles qui sont de bonne foi, aux élites d'affaires de ce pays, celles qui ont encore un peu d'intelligence et de responsabilité citoyenne, aux élites politiques, celles qui sont encore lucides, de conclure un pacte de gouvernabilité pour dire, comme Martin Luther King l'a dit, nous sommes condamnés à vivre en frères, sinon à périr comme des idiots. J'espère vous avoir été utile. Eh bien, j'espère surtout que l'émission d'aujourd'hui vous permet de comprendre ce phénomène d'insécurité chez nous en Haïti. Et en comprenant ce phénomène en Haïti, ça vous permet de comprendre l'insécurité dans votre propre pays. J'espère que vous avez aimé. Si oui, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à sharer, à liker et surtout à vous abonner à notre chaîne pour que dimanche après dimanche, la famille Lumière sur le monde devienne une plus grande famille. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. On est ensemble. Au revoir. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager
ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va.